Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un des problèmes qu'affronte la France d'aujourd'hui. Et pas un simple problème. C'est le problème de l'islam. À aucun moment de ce colloque, vous n'entendrez d'attaque contre les musulmans de France. Mais à partir du moment où il y a un islamisme qui veut se créer, un moment où on parle d'État islamique, un moment où on parle de parti islamique, le parti des musulmans de France, je considère que l'invention de l'islamisme est l'un des faits majeurs de l'histoire moderne des musulmans. Qu'on y adhère ou qu'on le combatte, il a transformé leur rapport à eux-mêmes et au monde. On ne peut penser ce qu'on appelle radicalisation, islam radical, djihadisme, si on ne comprend pas ce qu'est l'islamisme, sa genèse, les causes qui l'ont rendu possible. Je souhaite attirer votre attention sur ce que dit l'écrivain Boualem Sansal, le courageux écrivain algérien, quand il parle de l'islamisme. Il dit « L'islamisme est un courant de pensée ancien qui traverse tout le monde musulman, qui est consubstantiel à l'islam, qui a un projet politique et religieux planétaire. » Et Boualem Sansal poursuit, et vous verrez, c'est plus que grave, l'islam a ses élites, et elles sont nombreuses et redoutables, de savoir-faire et de finesse. L'islamiste a ses cadres, obéissants et efficaces, organisés en d'innombrables associations qui prêchent, qui organisent, qui recrutent et qui encadrent. L'islamiste, dit-il, a ses voyous, qui tuent, qui volent, qui violent. L'islamisme a des complices dans tous les milieux, en Occident notamment, que ce soit des idiots utiles ou des stratèges. La conclusion de l'écrivain algérien, c'est de dire « L'islamisme français a une petite histoire, il a tué, on le sait malheureusement, quelques centaines de personnes, il a une petite, on va dire, dizaine de héros et bienheureux dans son martyrologie de Kelkal à Kouachi, et il finira, pour notre malheur, par s'affirmer, s'organiser, et élèvera une véritable armée. Je voudrais rappeler, et je le dis à mes amis chrétiens, il faut qu'ils fassent pression. J'ai été stupéfait par les déclarations de Monseigneur Dubost, qui confie sa préférence pour que des églises deviennent des mosquées plutôt que des restaurants, devenant ainsi les compagnons de route des conquérants du Coran. Et enfin, celle du président de l'UOIF, qui existe en France, qui a pignon sur rue et qui est proche des frères musulmans, et qui dit « L'islam est notre objectif, le prophète est notre chef, le Coran est notre loi. » Un quart des musulmans de France considèrent que la charia est la seule loi qu'ils respectent, et tenez-vous bien, 40% des enfants de moins, parce que je les appelle des enfants, de moins de 25 ans, considèrent qu'ils ne doivent obéissance qu'à la charia. Je pense, moi, que les islamistes utilisent la démocratie pour la tuer. Et on est bien loin, ici, des droits de l'homme, de la laïcité et de la démocratie. Je pense qu'être musulman et républicain, c'est possible. C'est aux élites musulmanes de favoriser l'islam intellectuel et spirituel contre la radicalisation. Ne faisons pas l'insulte d'amalgamer tous les musulmans aux brebis perdues. J'appelle maintenant, si vous le voulez bien, Madame Batior. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec l'opinion exprimée par Monsieur Barour quant à la gravité de la situation actuelle et des défis auxquels nous sommes confrontés. Le christianisme s'est proclamé, je vous le rappelle, pendant 20 siècles, le nouvel Israël, et il a universalisé, en s'en nourrissant lui-même, les valeurs et l'histoire du peuple d'Israël, transmises par le juif hébreu judéen Jésus, les évangélistes juifs et les premiers chrétiens juifs, les apôtres juifs,
et également la première église judéo-chrétienne. C'est pour ça que j'utilise ce terme de judéo-chrétien en évoquant l'avenir qui semble menaçant de notre civilisation judéo-chrétienne et des valeurs qu'elle nous a apportées. Pour l'islam, les juifs et les chrétiens descendent de l'islam qui serait antérieur à la Bible, considérée comme une falsification de la révélation coranique. Par exemple, les rois d'Israël sont des prophètes musulmans. Adam et Ève sont aussi des musulmans, ce qui fait, selon le Coran, que toute l'humanité qu'ils ont engendrée, puisqu'ils sont les pères de l'humanité, que toute l'humanité est musulmane et que tous les enfants qui naissent en effet musulmans, selon cette version coranique de notre identité, selon les textes, nous sommes des apostats musulmans. C'est une des raisons, un casus belli, pour nous déclarer la guerre, pour faire le djihad, pour nous ramener à notre religion parfaite qui serait l'islam. Je vais évoquer la déclaration de l'UNESCO 2334. Cette déclaration récente, mine de rien, a en effet effacé l'histoire 3 fois millénaire du peuple juif et de l'Église, si l'on croit l'affirmation de l'Église qu'elle se trouvait aux côtés de Moïse sur le Sinaï. Autrement dit, l'Église était en gestation dans l'Assemblée juive réunie au mont Sinaï. Donc il ne peut pas y avoir une plus profonde filiation que celle-ci, que de penser que l'Église est en gestation dans le peuple juif. Cette histoire a été effacée et il n'y a pas eu beaucoup de réactions à cela. On aurait pu penser qu'il y aurait eu de grandes manifestations dans les rues pour protester contre subitement cette atteinte au droit culturel, au droit historique, à l'identité de 2 milliards de personnes. Eh bien, tout simplement, on a changé les noms des lieux géographiques. Ainsi, par exemple, on a appelé Jérusalem Al-Quds, un nom donc arabo-islamique, Hébron Al-Khalil, la Cisjordanie s'appelle, au lieu de s'appeler la Judée, la Samarie, donc des noms historiques, elle s'appelle territoire palestinien occupé, et ceci a imposé à ce lieu géographique le narratif coranique qui en effet affirme que ce qui s'est passé en ce lieu est une histoire islamique et non pas une histoire biblique. Donc le narratif biblique a été remplacé par le narratif coranique. La légitimité de la souveraineté d'un État d'Israël est totalement contestée. On peut aller voir l'arc de Titus à Rome, et où l'on voit le saccage du temple de Jérusalem, qui n'est pas une mosquée, mais qui est bien un temple. Les bas-reliefs représentant donc ces combats avec les Juifs. Et donc, on retrouve également dans la littérature de la Grèce ancienne, des Romains, on retrouve des textes se référant à l'histoire d'Israël. Et donc, tous ces éléments ont totalement été récusés, ont été ignorés. Par quoi? Par le temple de la culture, qui, d'un coup, a adopté un point de foi, donc de croyance coranique, en décrétant
que toute cette histoire donc n'existait pas. Cela implique au niveau donc le plus élevé des autorités internationales une influence islamique qui intervient. Et c'est comme si, et que l'on peut constater à différents niveaux dans les organisations internationales, qui montre comme une présence d'un califat virtuel. Merci beaucoup, Madame Bathior, pour cet exposé et pour ces réponses. La table ronde des journalistes que j'ai appelée Déni et réalité. Cette table ronde va être animée par Rachel Bourlier et elle est composée de Monsieur André Berkoff, de Monsieur François Dorcival, de Monsieur Yvan Rioufol. Comment, dans notre pays, on en est arrivé là? Une partie de journalistes que je vais appeler les islamo-gauchistes ont fait semblant de ne pas s'apercevoir et voire de cautionner certaines opérations. Pourquoi avoir ignoré dès le début la montée de cet islam radical, avec notamment la présence de mosquées salafistes sur le territoire? À Orly, après le contrôle de police de Garges-les-Gonesse-Stein, vous avez un individu dont on commence à vous dire aujourd'hui que naturellement c'est un individu isolé, que probablement il est déséquilibré, que probablement il a agi tout seul, etc. Il n'empêche que les moyens, les procédures, le comportement de ce terroriste correspond au profil de tous les terroristes que nous avons vus, à l'exception de ceux de Charlie Hebdo et du Bataclan, qui ont agi en groupe. Nous avons constitué d'année en année une sorte de bouillon de culture dans lequel baignent tous ces éléments. Alors ne nous racontons pas qu'il s'agit d'événements soudains, d'événements subis qui nous tombent dessus sans avoir prévenu. Nous avions tous les signaux, mais à chaque fois, nous mettons des années à nous rendre compte de la réalité. Merci François Dorcival. On a refusé de dire, ça s'appelle le déni de réalité, mais le déni de réalité commence par l'occultation du langage. C'est-à-dire, on ne veut pas parler de certaines choses. Ce café de Sevran où 2 musulmanes sont allés avec caméra à l'appui montrer qu'on leur dit, écoutez les femmes ici, rentrez chez vous, ici c'est comme le bled, hein, vous êtes à Sevran ici. Hein. Monsieur Benoît Hamon a dit, mais au 19e siècle, aucune femme dans les cafés français. C'est la même chose, de quoi parlez-vous? Enfin, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez en fait, et c'est le cœur du problème, vous avez pire que les semeurs de haine, parce que les semeurs de haine, on les connaît. Ce sont les fabricants d'excuses. Ce sont les gens qui travaillent du matin au soir et du soir au matin, mais dire « ce n'est pas ça ». Mais non, mais vous ne comprenez pas. Ça, c'est le nœud du problème, en tout cas chez nous en Europe. Rappelez-vous, l'admirable Emmanuel Macron, colonisation, crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. On a tué 10 millions en Algérie, hein, oui, encore. Bon. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est cette espèce de dérive obscène du langage et des mots. C'est-à-dire que comme on ne veut pas voir la réalité, comme on veut la dénier, et ça va d'un certain nombre de politiques, à un certain nombre de maires, à un certain nombre de journalistes, excusez-moi de mon langage, c'est les vrais cons qui masquent les faux culs. Merci. Merci André Berkoff. Je pense que d'abord le vrai danger n'est pas tant l'islam radical que notre propre somnolence, notre propre endormissement. Et si l'on doit vraiment, car l'islam radical reste encore, Dieu merci, une minorité, même si c'est une minorité, on y reviendra peut-être, qui est en effet confortée par une partie de l'extrême gauche, par l'islamo-gauchisme, qui est confortée par la bienveillance générale à ne pas vouloir voir ce qu'est en effet cet islam radical, ce nouveau totalitarisme-là. Cela fait maintenant 30 ans, 40 ans que nous avons sous les yeux
ce qui est une abomination, c'est-à-dire une contre-société qui nous déteste. Mohamed Merah a tué parce qu'il détestait la France. Il était dans un esprit de revanche post-coloniale, il ne faut pas oublier cela. Et ceci, nous ne voulons pas l'admettre, et ceci, dans le fond, se résume à un mot très simple, et c'est une vieille histoire, ça s'appelle la peur. Et entendant mes confrères, je reprenais des notes, parce que j'avais trouvé, pardon, je ne vais pas vous faire un prêche, mais j'avais retrouvé une prophétie d'Isaïe qui dit très bien ce que nous vivons là. Il disait, parlant de cela, « Ils se sont fait durs d'oreilles et se sont bouchés les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur. » C'est exactement ceci que nous vivons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un journaliste, il est difficile, parfois impossible, d'avoir simplement à décrire et d'avoir à répercuter ce qui se voit et ce qui s'entend. Dès que vous bougez une oreille, vous êtes taxé d'islamophobie. Je suis passé moi-même d'ailleurs devant le tribunal correctionnel, puis en appel, puis en cour de cassation, poursuivi par le CCIF, qui perd à chaque fois, mais qui veut absolument, dans une sorte de djihad judiciaire, intimer une sorte d'interdit de pensée sur la moindre critique apportée à cet islam radical-là. Et donc il faut naturellement résister à ce politiquement correct-là et résister à ce faux procès d'islamophobie. Par exemple, j'ai écrit un livre l'année dernière qui s'appelle « La guerre civile qui vient », qui n'a été répercuté par aucun média audiovisuel. Je n'ai pas été invité une seule fois dans une radio officielle, enfin une radio normale, une télévision normale, pas une seule fois. Et ni un article non plus. Résister à ce politiquement correct qui est vraiment une forme de dictature de la pensée et de totalitarisme soft. Et le vrai danger aujourd'hui, il n'est pas dans l'antisémitisme du Front National, même s'il y a encore des antisémites au Front National, il est dans cet antisémitisme porté par l'extrême gauche, dans cet antisémitisme porté par la gauche radicale, par la gauche même tout court, et par ce nouveau collaborationnisme, ces nouveaux collaborateurs qui sont représentés par les islamo-gauchistes, et dont un des candidats, Hamon pour ne pas le citer, me semble être un représentant assez honoré. Le danger pour la République, de mon point de vue, il se trouve aujourd'hui en effet du côté des islamo-gauchistes et de ceux qui soutiennent cet islam radical qui veut imposer la charia. Les politiques pratiquent ce que j'appelle la prostitution électoraliste. Parce que c'est ça. Excusez-moi, je ne fais pas de l'antipolitique primaire. Je dis qu'un maire, et malheureusement il y en a beaucoup, il y en a des courageux, il y en a des courageux qui résistent. Vous avez un livre que je vous conseille de lire de Joachim Veliokas sur ces maires qui courtisent l'islamisme. C'est un inventaire de toutes les villes de France où ça se passe avec des détails, et vous verrez pourquoi les politiques, ils ont les yeux de chimène pour un certain nombre de gens qui devraient avoir de la barbe. Voilà. Ce qui rend aveugle, et depuis toujours, c'est l'idéologie. Et cette idéologie rend aveugle également les médias comme les politiques. Le prix de l'UPJF 2016, pour l'année 2016, pour son action exceptionnelle qu'il a eue en 2016 contre l'antisémitisme, contre le racisme. Il s'appelle André Berkoff. C'est notre vice-président William Abou qui va lui remettre le prix. Je voudrais dire quelques mots. Je voudrais dire la chose suivante, c'est que ce sont toujours les minorités qui font avancer les choses, les idées. Je crois que l'une de tes qualités, c'est de les découvrir avant les autres. L'une des raisons pour lesquelles tu as le prix de l'UPJF 2016, c'est la lucidité de tes analyses et bien évidemment le courage de ton engagement. Voilà. Il y a une offensive des groupes islamistes qui ne date pas d'aujourd'hui, mais et derrière les terroristes, il y a une deuxième offensive qui est beaucoup plus sournoise et beaucoup plus intelligente, qui est celle des islamistes, et qui travaillent en quelque sorte en tandem avec les tueurs. Et je dirais que l'islam intégriste tente de pénétrer en Europe par les deux armes de la terreur et de la prédication. Et donc on assiste, et de façon explicite, ça n'est pas une théorie complotiste, à la volonté d'un certain nombre d'imams et de musulmans radicaux d'islamiser l'Europe. Mais avant d'islamiser l'Europe, il faut d'abord réislamiser les communautés musulmanes. Et c'est pourquoi les revendications des assaillants
lors des attaques du Bataclan, mettait en avant le caractère pervers de Paris, ville du vice, ville de la perdition, et pointait du doigt ces mauvais musulmans, garçons ou filles, qui allaient boire des verres de vin sur les terrasses ou qui se trémoussaient dans les salles de concert, tel le Bataclan. J'ai eu récemment un débat dans une radio avec un Français musulman qui m'a dit ça, nous musulmans, nous sommes des victimes. Dans cette victimisation, il y a évidemment la volonté, mais on en reparlera plus tard, peut-être d'enlever aux juifs leur statut de victime et de mettre sur le même plan islamophobie et antisémitisme par un principe d'équivalence. Et puis, une fois que les musulmans sont présentés comme des victimes, la dernière étape consiste à dire, si vous nous refusez les quelques privilèges que nous demandons, notamment le port du voile, notamment le port de la burqa, notamment le port du burkini, dont Zineb El Razaoui disait avec beaucoup d'humour, quel dommage que le port du burkini ne soit pas équilibré par le port du burcaleçon pour les hommes. Et puis les sports séparés pour les garçons et les filles dans les lycées, et puis bientôt évidemment les aliments halal dans les cantines, des salles de prière dans les entreprises, et donc toutes sortes de droits qui, s'ils ne sont pas satisfaits, permettront aux radicaux d'accuser la France de racisme, et même de racisme d'État, puisque la thèse du CCIF, c'est que les Français ne sont pas simplement un peuple de racistes acharnés à vouloir détruire l'islam, mais que l'État français, la République, souffre du double crime d'être judéophile, ça c'est la thèse des indigènes de la République et de Madame Ouria Boutelja, mais aussi d'avoir inscrit dans ses gènes la haine de l'islam et la volonté d'écraser les musulmans en tant que croyants. Merci Pascal Bruckner. Cette première intervention, islamophobie, ça vous a tout de suite interpellé ce mot islamophobie, c'est comme un mot un peu piège, évidemment un mot particulier. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous en pensez de ce mot, Franck Tapiro, islamophobie. C'est un piège total puisqu'il ne dit pas réellement ce qui se passe concrètement dans les esprits. Il y a pas mal de plateaux moi, que je fais aussi sur le sujet. C'est un mot qui ne dit pas la vérité. Puisque si on va au bout des choses, ce n'est pas de l'islamophobie dont on parle aujourd'hui, c'est de l'islamismophobie. Pourquoi l'islamismophobie ? Je n'ai jamais vu des gens, encore une fois, avoir de mauvaises raisons d'avoir peur de l'islam aujourd'hui. Je pense que l'islam, depuis des années, notamment ces derniers temps, donne de bonnes raisons d'avoir peur de lui. Et imaginons, de ce point de vue de l'esprit, imaginons qu'on soit dans le fantasme absolu. Alors, le terrorisme islamique n'a rien à voir avec l'islam. Admettons. Daesh, non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Admettons. Mohamed Merah, non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il est radicalisé à l'islam, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Admettons. Et ben voilà ce qu'on fait. On admet, et on prend le mur. Moi, dans le nombre de débats que je fais, je vois un terrorisme sémantique. On ne peut plus rien dire. Alors on ne me dit pas, je ne suis pas d'accord avec toi, chose que j'adore, surtout dans les débats. On me dit, ah non, avec les deux mains comme ça, tu ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. On est en France, pays de Voltaire, soi-disant, la liberté d'expression. On ne peut pas dire ça. Donc la personne, votre interlocuteur, ne dit pas qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il dit, non, mais chut, s'il te plaît, tu vas créer des problèmes. Il ne faut pas dire ça. Donc on ne peut pas dire islamophobie, donc moi je leur propose islamismophobie, plus long certes, une syllabe de plus, mais plus juste. Et après, derrière, je dis à mes amis musulmans, mais c'est à vous de descendre dans la rue. Et je leur donne à chaque fois un exemple. Imaginons, admettons encore, on est dans l'admettons de tout à l'heure, dans une synagogue à Paris, un rabbin très connu, adoré de tous, monte un vendredi soir. On va admettre, puisque après tout, on sait qu'il y a des prêches dans des mosquées qui ne sont pas en deçà de ce que je vais vous dire. Et qui disent, voilà, aujourd'hui, on n'en peut plus, il faut réagir contre les musulmans de France. Donc je vous appelle, après Shabbat, à vous réunir et on va aller faire un coup. Là, au petit coin de la rue, là, il y a une épicerie avec d'autres... Je m'arrête là. Franchement, ce que je vous dis est absurde, est hallucinant, c'est inaudible, c'est incompréhensible. Et admettons encore que cela arrive. Avant la fin de son discours, c'est-à-dire au bout de 20 secondes, toute la synagogue se lève, les conduit, et on n'en entendra plus jamais parler. Parce que l'autocontrôle, la responsabilité dans notre religion, c'est ce qui fait qu'on est encore debout depuis des milliers d'années.
Donc pourquoi toujours être en tant que juif les gardiens ou le responsable de la conscience universelle et se faire attaquer comme ça sans être justement dans cet acte prosélyte? Il y a une seule chose dans laquelle on est prosélyte, nous juifs, c'est pas dans le fait de transformer des non-juifs en juifs, c'est le fait d'éveiller les consciences. Donc je leur dis, mais c'est parce que vous ne réagissez pas. Même si vous n'êtes pas musulman pratiquant, on s'en fout. Même si vous êtes le bon musulman républicain qui aime la France, qui a toujours mis la France, on s'en fout. Aujourd'hui, l'amalgame, ce mot d'origine arabe, qui veut dire fusion d'éléments, et association d'événements contradictoires pour une même cause. Vérifiez. Ce mot amalgame est arrivé comme ça. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Non mais c'est extraordinaire, ce n'est pas des systèmes de défense. Donc en fait, on a un problème de conscience aujourd'hui. On a du terrorisme sémantique, on ne peut plus dire certains mots. On utilise le mot islamophobie qui finalement met mal à l'aise tout le monde. On voit bien, on est attaqué d'islamophobie, tout simplement parce qu'on ose dire à nos amis musulmans, révoltez-vous, révoltez-vous, sinon vous serez victime, coupable, responsable. Triple peine. Et au final, quand je vois toutes ces personnes qui sont attaquées, vous avez vu vendredi M. Bensoussan qui a été acquitté, et hop, le parquet fait appel, c'est énorme. Ça veut dire que l'État est complice. Toute forme de totalitarisme ne vient jamais par hasard. Merci Franck Tapiro. Votre livre s'appelle Islamophobie contre-enquête. Ce CCIF, il a quand même de très bonnes relations avec des organisations qui ont pignon sur rue, comme la Ligue des droits de l'homme, comme le MRAP ou d'autres. Alors j'aimerais que vous donniez quelques informations, parce qu'on est en plein cœur du débat, après cette annonce un peu stupéfiante, en effet, de l'appel fait par le parquet dans le procès de Georges Bensoussan. Isabelle Kersimon. On a commencé à parler d'islamophobie en France en 1998 exactement. Monsieur Tariq Ramadan, frère musulman bien connu de tous, je crois, a été invité par monsieur Alain Grèche, à l'époque rédacteur en chef du Monde diplomatique, à s'exprimer sur ce sujet en 1998. Tariq Ramadan a alors fait référence à un rapport qui était paru en Grande-Bretagne l'année précédente, en 1997, le rapport d'un think tank multiculturaliste nommé Runnymede Trust. Ce rapport s'appelait « Islamophobia, a challenge for us all », Islamophobie, un défi pour nous tous, que Tariq Ramadan s'est empressé de traduire de manière incorrecte par « Islamophobie, une réalité et non pas une fiction ». Donc la manipulation était là immédiatement. Alain Grèche a toujours été fasciné par Tariq Ramadan. Cela est-il dû à leurs origines communes, à savoir ils sont tous les deux égyptiens. Il faut savoir que les réseaux des frères musulmans se sont implantés en Grande-Bretagne dans les années 80 et y ont développé des pôles de communication extrêmement importants, pôles d'où parlait, comme le rappelait Pascal Bruckner tout à l'heure, le cher Kardawi. Avant, bien sûr, qu'il ne soit pourchassé par Interpol et qu'il ne se réfugie au Qatar. Donc voilà pourquoi on parle d'islamophobie. Tariq Ramadan a imposé ce terme dans l'espace médiatique d'abord. Je voulais rappeler aussi, puisqu'on est le 19 mars, toutes mes pensées allant aux familles des victimes juives de Mohamed Merah à Toulouse. Souvenons-nous du déni qui a animé la plupart de mes confrères, hélas, mais souvenons-nous aussi, encore un peu plus loin, du déni qui a animé mes confrères encore, hélas, lors du supplice d'Ilan Halimi et dont on a eu tant de mal à dire qu'il s'agissait d'un crime antisémite. Ce déni, on l'a de nouveau vécu le 7 janvier 2015, parce que la parole publique, énormément de paroles politiques et énormément de paroles médiatiques nous ont alertés de quoi? Le 7 janvier, quelques heures après les assassinats, attention à l'islamophobie. Tout cela se tient conceptuellement. Un livre posthume de Charb est paru en début d'année 2015, je crois 2 mois après sa disparition, qui s'appelait « Lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie ». Marie Cabrette, la DRH de Charlie Hebdo, en a fait une lecture spectacle qui a été donnée dans plusieurs établissements scolaires notamment, et qui ne trouve aucun accueil à ce jour au Festival d'Avignon et qui a été déprogrammée à Lille. Il faut savoir, c'est scandaleux. Charb est censuré en France maintenant. Charb qui a été assassiné, censuré après sa mort. Tout islamophobe doit mourir, il faut le savoir.
Charlie Hebdo le sait. Ceux qui attaquent Pascal Bruckner, ceux qui attaquent Georges Bensoussan font tous partie de la même sphère. Et ils font partie de la même sphère depuis la naissance du collectif contre l'islamophobie en France. C'est là où je veux en venir. Le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, qui s'est porté partie civile contre Georges Bensoussan et qui se porte de nouveau partie civile contre Georges Bensoussan, est accompagné par le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et par la LDH, Ligue des droits de l'homme. Sachez que lors de l'affaire Mehdi Meklat, ce jeune homme qui a tweeté plus de 50 000 tweets antisémites, homophobes, misogynes, lors de cette affaire, voici ce que j'ai trouvé. Le silence le plus absolu de la Ligue des droits de l'homme. Ligue des droits de l'homme, qui affirme qu'elle mène un combat quotidien contre toutes les formes de racisme et de discrimination et refuse d'enfermer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans quelque démarche communautaire que ce soit, eh bien, la Ligue des droits de l'homme est encore à ce jour restée silencieuse au sujet des tweets de Mehdi Meklat. Quant au MRAP, voici ce qu'il a écrit le 24 février. Il a opposé une ferme condamnation au tweet de Mehdi Meklat dans les termes suivants. À propos des tweets racistes, homophobes et misogynes, ne parlons surtout pas d'antisémitisme, cela n'existe pas. Ce sont ces gens-là qui se retrouveront face à Georges Bensoussan en appel de son procès. C'était important de faire ces précisions nécessaire, de reposer le questionnement aussi de cette organisation, CCIF, qu'on commence à découvrir, qui est un des bras armés des menées islamistes, avec Thibault de Montbrial. Son livre s'appelle « Le sursaut et le chaos ». Est-ce que vous êtes vraiment persuadé qu'on est aujourd'hui presque trop tard et qu'on est au bord d'une guerre civile, qu'il faudra sans doute peut-être emmener l'armée dans certains quartiers, comme vous le dites dans le livre, déjà très islamisés? Je le dis très simplement, que nous sommes face, pas simplement la France, l'Europe, l'Occident, face à une menée islamiste de conquête. Le terrorisme et l'islamisme politique sont les deux jambes d'un même corps qui va dans la même direction. Et que autant sur le terrorisme, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très mal, encore qu'on a beaucoup de mal à concevoir que ce ne sont pas simplement des déséquilibrés, mais sur l'islamisme politique, eh bien, les associations islamistes en France aujourd'hui prennent les valeurs de l'Europe occidentale, les valeurs de la Convention européenne des droits de l'homme, qui à la base sont des valeurs formidables, mais qui ont été adoptées en 1950 parce que notre continent sortait de deux saignées absolument épouvantables en 40 ans et qu'il fallait y mettre fin. Et que donc ces libertés de conscience, liberté d'expression, liberté de religion qui fondent l'Europe avec les valeurs de la Convention de 1950, aujourd'hui elles sont utilisées, elles sont invoquées et elles sont dévoyées pour nous faire tomber. Et avec des gens qui, sous prétexte de religion, sont en train en réalité de mettre en place un programme politique qui a pour but une véritable prise de pouvoir, et une prise de pouvoir qui ne sera pas une prise de pouvoir démocratique, puisque le but est d'imposer tout simplement la charia. Il suffit de lire les textes musulmans pour le comprendre. Alors, je ne peux pas passer dans un village français devant un monument aux morts, regarder la liste de tous ces gens qui sont morts, parfois plusieurs familles par village, et me dire que nous allons laisser notre pays face à ce qui est en train de lui arriver. Il faut que l'ensemble de nos institutions aient la force et le courage de voir ce qui est en train de nous arriver, que nous nous départissions de la lâcheté, par exemple du préfet de la Marne, qui devant le camp décolonial organisé par le Parti des indigènes de la République n'avait pas pris d'arrêté d'interdiction au motif, je le cite, qu'il ne voyait pas de trouble à l'ordre public dans le fait qu'on interdisait aux Blancs de se rendre dans une réunion publique. Imaginez si avec mon association j'interdisais les Noirs. Nous avons la naïveté du parquet de Paris qui fait appel de la relaxe de M. Bensoussan alors qu'il devrait comprendre quelles sont les visées qui sont derrière les associations, et vous en avez parlé, telles que le CCIF ou le MRAP, qui ont des visions dévoyées de l'antiracisme et qui sont aujourd'hui à la manœuvre. Et puis je dois dire aussi qu'il faut, parce que pour le moment nous avons face à un ennemi qui est encore
embryonnaire d'un point de vue militaire, même si c'est un embryon déjà très dangereux. Il faut que nous nous organisions et que nous acceptions ce qui est en train de nous arriver pour pouvoir y faire face. Le déni du danger n'a jamais fait disparaître le danger. Il a simplement comme conséquence que vous perdez le combat inéluctable. Ce n'est pas vous qui désignez votre ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Lucain a écrit dans un traité qui s'appelle De Bello Civili en 63, et ils ignorent que les épées sont données afin que personne ne soit esclave. Les armes, certes, tuent quand elles sont dans des mauvaises mains, mais quand elles sont dans de bonnes mains, les armes sauvent. Merci Thibaut de Montbrial. Avec Elisabeth Chemla, je vais rentrer dans le vif du sujet, l'islamisation. Alors tout le monde la redoute, on la voit en marche. Cela fait 30 ans maintenant, hélas, que je dis, écris, répète, en ayant été moi-même menacée, protégée par les flics chez moi du temps où avec Khalida Messaoudi, nous avions écrit l'Algérienne debout en 1995, il y a donc 22 ans. Il y a évidemment une fracture et d'immenses fractures en France, notamment autour de ce problème que pose la présence musulmane française en France. Pour ma part, je ne crois pas que nous soyons au bord d'une guerre civile. Certains autour de cette table ne diront jamais qu'ils sont victimes d'antisémitisme. Certains qui sont dans la salle vivent dans des quartiers, dans des cités, dans des villes où ils sont en proie à un antisémitisme quotidien, gravissime, où s'exercent toutes sortes de violences sur eux-mêmes et sur leurs enfants. Ils ont la tentation du Front National parce qu'à l'islamisme dont ils sont les victimes, ils ont l'impression aujourd'hui que seul le Front National, qui a fait évidemment un focus sur les immigrés, sur les islamistes, sur les musulmans en général, va les défendre. Si aujourd'hui donc le Front National ne parle que des musulmans et des islamistes, donnant ainsi l'impression aux juifs qu'il n'est plus antisémite et qu'ils ne sont plus le sujet, c'est juste qu'en effet ils seront le sujet derrière, parce que c'est inhérent à leur idéologie, de la même façon que l'antisémitisme est absolument inhérent à la nature des islamistes. Merci. Merci Elisabeth Chemla. Je crois que la dernière chance de notre pays pour le quinquennat qui vient, et je pense vraiment que c'est un quinquennat absolument crucial, que l'institution étatique prenne enfin un certain nombre de mesures et d'actes dont tous les spécialistes de la sécurité savent qu'ils sont indispensables, dont j'ai eu l'occasion de discuter avec des membres de cabinets ministériels qui, en privé, pour les ministères régaliens, savent tous que c'est indispensable et qu'il faudra le faire un jour, mais ne veulent pas le faire parce que ce sont des opérations qui conduiront à un certain nombre de troubles. Sur le silence des musulmans, oui. C'est une question absolument cruciale. Et ce qui ne me rend pas très optimiste, c'est que les intellectuels parlent peu parce qu'ils ont peur et que les artistes et les sportifs ne parlent pas, et quand ils parlent, ils ont des discours très ambigus. Quand l'État islamique a été décrété par al-Baghdadi le 28 juin 2014, on n'a pas entendu les organismes représentants des institutions musulmanes de France. On ne les a pas entendus pendant tout l'été 2014 alors que les otages, et notamment les journalistes anglais et américains, étaient décapités. On ne les a pas entendus pendant l'été 2014 alors que les Coptes étaient victimes des premières exactions, et on a entendu la première condamnation à la mi-septembre 2014, quand notre compatriote français Hervé Gourdel a été enlevé et décapité en Algérie. Il a donc fallu 3 mois. Il y a là une chape de plomb. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la protection que l'imam Chalgoumi dont il est obligé de bénéficier, des menaces physiques, des menaces d'intimidation, et que c'est un vrai problème. M. Boubacar n'a plus aucun pouvoir, et ce depuis longtemps. On le maintient pour faire plaisir aux uns aux autres, puisque vous savez que ce sont des pays étrangers qui entretiennent la mosquée de Paris et qui font vivre M. Boubacar et ses amis. Bien sûr, Mme Chemla, je suis complètement d'accord avec vous sur le problème d'éducation. D'ailleurs, les Palestiniens devraient commencer à éduquer leurs enfants. Dans une discussion et une interview sur Antenne 2, l'islam est notre objectif, le prophète est notre chef, le Coran est notre loi. Alors, quand on me parle d'éducation, quand on me parle de transformer le monde, je veux bien y croire, ça va prendre du temps. Et la question que je me permets de vous poser,
Est-ce qu'on a vraiment le temps aujourd'hui de ne pas prendre de mesures concrètes? Monsieur Bruckner, qu'on a vu hier soir chez Ruquier. Donc, Chardisson, exactement, oui. Ruquier ne m'a pas invité. Il ne vous a pas invité. C'est parce que vous faites trop juif, à mon avis. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous remettre ce prix du courage intellectuel, parce qu'effectivement, il en faut aujourd'hui. Voilà. Et on vous félicite et on vous remercie de votre présence. Merci. Ce prix me fait un peu peur parce que je n'avais jamais cru faire preuve de courage en réfléchissant, puisque ce que j'ai écrit dans ce livre, je le dis depuis Le sanglot de l'homme blanc en 1983, où j'avais déjà attaqué les positions des islamistes 5 ans après la révolution islamique d'Iran. Et donc, je n'ai simplement pas changé d'avis et inlassablement, depuis cette époque, je m'attaque à tous les fanatismes et on sait qu'aujourd'hui, celui qui nous menace le plus est celui qui vient des extrémistes de l'islam. Donc, je suis très fier de recevoir ce prix après qu'il ait été attribué à mon ami Alain Finkielkraut, que vous connaissez bien, et à Elisabeth Banater, qui est une femme de grand courage et pour laquelle j'ai la plus vive admiration. Merci. Quelles actions faut-il faire dans ce pays pour contrecarrer la montée de l'islam de France? Clairement, on a un monde excessivement dangereux, ça va être extrêmement compliqué, il faut arrêter de casser la machine et il va falloir essayer de remettre en route cette affaire, notamment avec Schengen pour la migration. Monsieur Jean-François Copé, la même question. Je crois que chacun se souvient des combats que je mène depuis des années, pour en particulier l'interdiction du port de la burqa. Donc vous vous souvenez qu'il a généré de la part d'une certaine bien-pensance à l'intérieur du périphérique des leçons de morale, un déni de réalité. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui la montée d'un islamisme radical qui est en train d'obstruer tous les esprits et face auquel je considère que la seule réponse possible, c'est le rétablissement du commandement dans ce pays. La vérité, c'est que partout où on se balade, partout où on va, qui que l'on rencontre, de gauche, de droite, d'où vous voulez, les gens nous disent tous la même chose, ils nous disent « ce pays n'est plus commandé ». Il y a aujourd'hui une communauté religieuse pour laquelle les règles ne sont pas fixées. Elles le sont pour les catholiques, elles le sont pour les protestants, elles le sont pour les juifs, elles ne le sont pas pour les musulmans. Moyennant quoi, il y a donc des millions de nos compatriotes qui ne savent absolument pas comment les choses doivent s'organiser. Or, je rappelle que la laïcité n'est absolument pas la négation des religions, mais la liberté, je dis bien la liberté, pour chacun d'exercer son culte s'il le souhaite, à condition que les règles de ce culte soient subordonnées aux lois de la République et que, deuxièmement, il respecte le culte de l'autre. Est-il normal qu'un chef d'entreprise ait besoin de passer par un tribunal pour pouvoir acter que dans son entreprise, il n'y a pas de manifestation de l'exercice religieux? Je rappelle qu'on a fait en catastrophe annuler un article de la loi El Khomri qui introduisait dans le Code du travail la liberté religieuse. Oui, mais bien sûr. Bon, il a fallu cogner. Je me suis même fait renvoyer par Madame El Khomri qui m'a traité tous les noms, l'affaire du pain au chocolat. Autre histoire très intéressante. C'est l'histoire de 2 voyous qui ont, il y a quelques années à Meaux, arraché le pain au chocolat d'un gamin pendant le ramadan en lui disant « tu ne manges pas pendant le ramadan ». Et il a été beaucoup plus important de venir me traiter d'islamophobe que de débattre pour savoir comment on était arrivé à un tel délitement de notre société. De la même manière que ce code de la laïcité doit permettre d'introduire dans notre code un délit permettant de sanctionner les actes, les propos, les comportements qui ont trait à l'islamisme radical, dont on sait pertinemment qu'aujourd'hui, ils ne sont traités que comme un délit de presse, alors que demain, ils doivent faire l'objet de sanctions, comme le sont d'autres délits de cette nature. Les témoignages que nous avons, ce que nous vivons, je vois François Pupponi à Sarcelles, Jean-Pierre Bras, qui connaît bien Montreuil, dont il a été le maire, nous sommes tous confrontés à ces situations. Et il ne faut pas pleurer des larmes de crocodile en voyant le score de l'extrême droite, dont une bonne part est largement liée au fait que les gens, ils ne veulent pas le retour du fascisme, ils veulent simplement que ce pays renoue avec la notion d'autorité, que chacun soit protégé par rapport à ce qu'il est. Donc les réponses, elles sont là et elles relèvent du politique. Merci Jean-François Copé. Meyer Habib. Nous avons eu 250 morts en 1 an et demi en France. Un prêtre a été égorgé dans une église. En fait, et tout a démarré avec
Toulouse, comment peut-on encore se couper les cheveux en quatre pour savoir si, pour des questions de déchéance de nationalité, est-ce qu'il faut être mono, bi, tri, un djihadiste, qu'il ait 1, 2, 3, 4, 5 nationalités, il ne doit pas être français, il doit être déchu de nationalité, et s'il faut changer la constitution, on doit la changer. Il faut arrêter, on ne peut pas avoir la moindre tolérance avec le terrorisme, avec le djihadisme. En France, hélas, lorsqu'il y a eu, je le disais à l'époque, j'étais un des seuls en disant, mais attention, lorsqu'il y a un attentat à la voiture bélier en Israël, lorsqu'il y a un attentat au couteau, à l'époque on nous expliquait que c'était des attentats nationalistes parce qu'il y avait un problème de territoire et parce qu'Israël devait rendre des territoires. Quand allons-nous comprendre que ce conflit n'est pas une question de territoire, c'est une question d'islam radical qui a un cancer et qui gangrène l'humanité. Quand allons-nous comprendre qu'il existe un minuscule pays, et je le dis à nos dirigeants, un minuscule pays, qui est l'État d'Israël, qui se bat depuis 70 ans contre le djihadisme et contre le terrorisme. Ça fait 70 ans que ce minuscule État a été pris à toutes les concessions pour arriver à la paix. Mais nous, hélas, en France, il y a un seul mot qui est une obsession absolue. Vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la colonisation, qui est censée être la source de tous les problèmes et de tous les maux. C'est une faute grave. Et je dirais, et y compris à mon ami Emmanuel Macron, que c'est une faute grave lorsqu'on appelle la colonisation de crime contre l'humanité. Mais lorsque la France, mon pays, vote à l'Assemblée nationale une résolution qui fait de Jérusalem et des lieux saints les plus sacrés du judaïsme, que sont les murs occidentaux et le mont du Temple, des lieux exclusivement musulmans. C'est une faute grave, c'est une faute terrible. Lorsque nous votons à l'UNESCO, nous nous ridiculisons. Il faut arrêter la Judée. Comment on peut imaginer que la Judée ne soit pas une terre juive? Après que les Israéliens, pour arriver à la paix, fassent des concessions territoriales, c'est à eux à décider. Nous sommes des citoyens français. La France, fille aînée de l'Église, laisse les chrétiens d'Orient disparaître dans un silence assourdissant. Il y a eu tellement de mots, tellement de trucs, mais de facto, rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons absolument changer de logiciel. Nous devons nous inspirer de cette minuscule démocratie qu'est l'État d'Israël. Vous savez, j'ai été vice-président à 2 reprises de la commission Fenech et la commission Ciotti. Je me suis battu, ça a été très difficile parce que la gauche ne voulait pas que la commission se rende en Israël. Et heureusement qu'il y a mon ami François Pupponi, mais qui est témoin de tout ça. Et il a fallu que je dise, mais mon Dieu, j'ai pas réussi à la première commission d'enquête. À la deuxième, Pierre Lelouch m'a donné aussi un coup de main. Et j'ai dit, mais attendez, vous allez expliquer aux Français qu'il n'y a aucun intérêt pour combattre le terrorisme à aller visiter un pays, voir un pays qui lutte contre le terrorisme depuis 70 ans. Et c'était extrêmement compliqué. Non, il ne fallait pas y aller parce que la gauche extrême, les mêmes députés socialistes qui financent le BDS avec leurs réserves parlementaires, et ça existe aujourd'hui, se sont opposés. Comment on va aller en Israël pour savoir comment les Israéliens se combattent contre le terrorisme? Georges Fenech a été extrêmement bon sur cette affaire, que ce qui est arrivé hier, hélas, chez New Orleans, ne peut pas arriver à Ben Gurion. Parce que vous avez d'abord... Et je vous garantis que l'ensemble de la commission, y compris Sébastien Pietrasanta, député socialiste, sont arrivés, on avait les yeux écarquillés, pas parce qu'ils sont meilleurs les Israéliens, parce qu'ils combattent ce cancer depuis leur création, depuis 70 ans. Donc aujourd'hui, être très fort, et j'en terminerai, de prendre des mesures qui soient radicales, parce que c'est uniquement comme ça qu'on éradiquera le djihadisme. On va passer la parole à monsieur le député maire de Sarcelles, François Pupponi. La ville de Sarcelles est attaquée quotidiennement par des réseaux salafistes qui s'attaquent à tout, aux mosquées, qui créent des écoles, qui essaient de prendre de force des associations de quartier, qui proposent à la population des cours de soutien de maths, d'anglais, de français pour les enfants des classes moyennes, pas les enfants en difficulté. Parce que les enfants en grande difficulté, les communes s'en occupent déjà. Mais les enfants des classes moyennes, c'est vrai qu'on propose peu d'aide. Et donc ils proposent des cours de soutien et des cours d'arabe. Et ça, c'est fait par des gens compétents, militants, actifs, très présents et qui ne lâchent rien. Et en face,
les élus font un peu ce qu'ils peuvent, on s'oppose, on ferme, un jour une mosquée, un jour une école, un jour ceci, on essaye d'empêcher, mais globalement on est un peu livré à nous-mêmes, et il n'y a pas, moi je le constate, une vraie barrière républicaine pour empêcher cela. C'est-à-dire qu'ils gagnent du terrain tous les jours, un peu dans l'indifférence générale, sauf localement, on essaie de faire ce qu'on peut, mais en tout cas il n'y a pas de sursaut au niveau national pour dire il faut interdire ça. Et pourquoi on n'y arrive pas? D'abord parce que je pense qu'il y a un problème de prise de conscience, Jean-François Copé le disait, de déni de réalité au niveau national, de gauche comme de droite, et j'allais dire surtout dans la haute administration, qu'elle soit policière, judiciaire ou autre, ou préfectorale, il y a une espèce de déni de conscience de la réalité de ce qui se passe dans ces terrains. Et comme les hautes administrations n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, ils n'arrivent pas non plus à proposer aux politiques des solutions efficaces. Les politiques au niveau national étant eux-mêmes un peu déconnectés de ces réalités, on a du mal à leur faire comprendre ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Donc ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est qu'on est confronté au fait que nous sommes un pays qui s'appelle la France, qui est un État de droit, démocratique et laïque. Et qu'est-ce que font nos adversaires, ceux qui s'attaquent à notre démocratie? Ils utilisent notre démocratie. Moi, je pense que la seule manière d'attaquer les salafistes, c'est de prendre le problème par rapport à la législation sur les sectes. Ce qui permet de protéger les autres religions dans leur exercice de la laïcité. Parce que si on restreint, si on attaque les salafistes sur l'aspect religieux, alors c'est la communauté juive, alors c'est la communauté catholique qui seront aussi victimes. Et d'ailleurs, ceux qui font cela, ils savent très bien ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Quand on décide de dire, ah ben non, c'est une association salafiste, on ne va pas l'aider, on va pas... Mais pourquoi vous donnez aux juifs, pourquoi vous donnez aux chrétiens, Et tout de suite, on nous sort ça. Mais vous faites bien pour les Lubavitch à qui vous donnez. Et ça, ces réponses-là, elles nous interpellent. Donc il faut qu'on soit juridiquement extrêmement bordé. Et si on attaque les salafistes sous l'aspect des sectes, y compris en pouvant interdire un jour le salafisme dans notre pays, ou tous les réseaux islamistes, alors, on permet aux autres religions, y compris à l'islam de France, de pouvoir exister, de se développer, sans restreindre leur liberté. C'est ça qui se joue actuellement. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif. Ne pas confondre le problème de l'islam avec l'islamisme. Éradiquons l'islamisme dans notre pays pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, ils attaquent de tous les côtés. Il y a 3 processus. On a recruté des djihadistes et on les a fait revenir en France. Eux, c'est les têtes pensantes du djihadisme en France. Ces djihadistes, qui prennent-ils? Ils prennent tous les délinquants de quartier pour en faire des bombes humaines. Ce n'est pas les djihadistes qui vont rentrer, qui vont aller faire des attentats. Hein. Ils prennent tous les délinquants de quartier, ce qui s'est un peu passé hier, un grand délinquant qui bascule du jour au lendemain. Et des bombes humaines comme ça, on en a malheureusement des milliers dans notre pays. Et puis le 3e processus, ils s'attaquent maintenant aux enfants, en ouvrant une école tenue par des salafistes, où on prend les enfants légalement à 5 ans. Alors, si c'est des musulmans respectueux, il n'y a aucun problème. Si c'est des salafistes un peu dangereux, là, c'est compliqué. Sauf qu'ils ont le droit légalement de le faire. Et aujourd'hui, ils le font. Donc, ils préparent les générations de demain. C'est le triple phénomène qui est en cours. Et si on ne fait pas attention à ça, et s'il n'y a pas, dès l'élection présidentielle, des mesures drastiques, quel que soit le président de la République qui sera en place, si on ne prend pas les mesures, alors je peux vous dire que nous avons beaucoup de soucis à nous faire. Merci François. Claude Goesgen. Nous sommes bien d'accord que l'antisémitisme et l'antisionisme aujourd'hui sont des phénomènes liés. Et qu'en réalité, le fondement même de toute la démarche antisémite est essentiellement fondé aujourd'hui sur l'antisionisme. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que on peut être autre chose que ce qu'on est actuellement en France vis-à-vis de l'islam et de l'islamisme, sachant que la pensée officielle a désormais comme doxa de condamner systématiquement Israël et de faire l'apologie de ceux qui combattent Israël. C'est le deuxième point. Le troisième point, est-ce qu'un pays a la maîtrise de sa politique étrangère, oui ou non? Ces 3 points qui ont l'air complètement différents les uns des autres sont en réalité profondément liés. On accuse les médias, on accuse les télés, on accuse l'opinion publique à juste titre. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on sait que depuis plusieurs décennies, en réalité, la politique étrangère de la France n'a qu'un dogme. C'est systématiquement être contre Israël au profit d'une politique pro-arabe.
La politique du Quai d'Orsay a toujours été une politique pro-arabe, même avant la guerre. On arrive à inculquer dans ce pays cette idée qu'au fond, il est inéluctable qu'Israël soit notre ennemi et que les Arabes sont nos amis. Le représentant du Quai d'Orsay à l'Élysée est là pour surveiller la permanence et il le fait en toute quiétude. Effectivement, quand vous ne contrôlez pas votre politique étrangère, vous êtes frappé de voir sa continuité. Et cette continuité, elle est directement tournée contre l'existence même de l'État d'Israël. Jérusalem n'est plus considérée comme une ville juive, mais comme une ville musulmane. Que sans arrêt, à l'UNESCO, vous avez une attaque contre Israël. Que l'entité juive, qui est déjà fortement attaquée, disait Ben Soussan là-dessus, il est remarquable, qui est fortement attaquée parce que dans la tradition maghrébine, le juif, c'est celui de la modernité, celui qui a réussi, alors que le maghrébin, il n'a pas réussi, et que tout ça vient dans une espèce de cocktail meurtrier. Dire après tout, puisque les Français le prennent comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne le prendrait pas nous aussi comme ça? Comment voulez-vous empêcher dans ces conditions la montée de l'islamisme? Il y a désormais dans ce pays des agents. Oh, je ne veux pas dire qu'ils sont responsables de l'islamisme, mais ils y contribuent très fortement. Ah, si on pouvait changer la politique du Quai d'Orsay, mes chers amis. Alors vous verriez les journaux, vous verriez l'AFP, cette engeance diabolique de l'AFP, essayer de faire passer un communiqué à l'AFP qui dit du mal de l'islam. Oh mon Dieu! En général, vous vous trouvez dans les tribunaux, parce que vous avez oublié de dire, comme Ben Soussan, les Maghrébins sont hostiles à Israël en partie. Ah, si vous avez oublié en partie, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Moi, j'ai dit, on a un problème avec les Maghrébins. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai pas entendu? À la radio, on m'a dit, tous les Maghrébins, vous exagérez. Et j'ai failli aller dans le tribunal, remarquer que ça faisait la deuxième fois. Alors ça va, je commence à avoir l'habitude. Mais vous vous rendez compte à quel point ce pays est enquisté dans une politique qui ne peut aller, parce qu'à sa tête, c'est comme ça, et ça ne change pas, que l'Assemblée nationale ait la possibilité de dire notre politique désormais n'est pas l'aveuglement de l'arabisme. Notre politique, c'est de dire nous sommes les alliés d'Israël, qui est la seule démocratie du Moyen-Orient, et nous la soutiendrons. C'est déjà arrivé, et vous verrez qu'à ce moment-là, l'islamisme, ça sera autre chose. Parce que les médias se coucheront, et les islamistes aussi, vous verrez. Merci. Monsieur Maillard, qui représente Emmanuel Macron et qui est un élu du 9e arrondissement. L'essentiel, c'est l'éducation de nos jeunes. Il faut qu'on apporte le savoir dans un sens plutôt simple, c'est-à-dire simplement la lecture, l'écriture, le calcul. Et ça, dans nos écoles, dans les écoles de la République, à Sarcelles, à Argenteuil, où je suis, on a plus de 40 à 45% des enfants qui sortent de l'école et qui ne savent pas lire, pas écrire. Il nous faut créer une vraie cybersécurité. Emmanuel Macron propose de créer une quasi 4e armée et d'augmenter notre budget et de l'amener à 2% du PIB, donc de l'augmenter de 32 milliards à un peu plus de 50 milliards en 2025 pour faire face, entre autres, aux dangers que nous avons à l'heure actuelle face au fascisme, à l'islamisme, qui est un fascisme d'ailleurs, Votre candidat est allé faire une génuflexion devant Bouteflika. Et là, l'histoire, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas la juger, mais il faut la connaître. Et ce n'est pas en allant à la chasse aux voix qu'on peut changer quelque chose, et on ne changera rien dans ce domaine-là. Moi, à Montreuil, une 50aine de jeunes sont partis en Syrie. Mais il y a des responsabilités d'État. Il ne faut pas tomber dans la compromission. Il ne faut pas tomber dans la prostitution. Pas de naïveté. Et tous ces imbéciles qui applaudissent le PSG en ignorant qu'il est financé par le Qatar. Enfin, réfléchissons. Quand nous avons, dans un collège de Montreuil, 5 projets pédagogiques cofinancés par une association financée
par le Qatar. Je m'adresse à la principale qui sûrement, compte tenu de la réduction des crédits, n'avait plus de crayon pour écrire puisqu'elle ne m'a jamais répondu. Le directeur académique saisi, numéro 1 de l'éducation nationale, n'a pas réagi. Il est complice. Et le monde bouge sous nos yeux. Regardez. Vous avez les droits de l'homiste qui critiquent le pouvoir de Pékin parce que paraît-il que dans le Xinjiang, il ne se comporte pas bien avec certains islamistes. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous avons affaire à un problème qui menace la planète, oui ou non? Alors il faut être pragmatique. Je voudrais simplement faire appel à l'intelligence, parce qu'il n'y a que comme cela que nous en sortirons, et avec un regard sur l'histoire. Écoutez bien. À une nation qui perfectionne l'industrie de la mort et qui sait comment mourir, Dieu donne une vie fière dans ce monde et la grâce éternelle dans la vie à venir. Prépare-toi donc à poser un grand acte. Aie un vif désir de mourir et la vie te sera accordée. Œuvre vers une noble mort et tu gagneras un bonheur complet. Hassan al-Banna, 1928. Ce sont les salafistes. Mais il n'y a pas que al-Banna. Écoutez ça. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il faut travailler avec les intellectuels musulmans. Je le crois. Il est temps de reconnaître dans la froideur d'esprit et la lucidité des fêlures morales graves d'un discours religieux, intolérant et les manquements à l'éthique de l'altérité confessionnelle qui perdure depuis des lustres dans des communautés musulmanes, ignares, déstructurées et crispées, repliées sur elles-mêmes. Plus que sa caducité, son obsolescence, il est temps de déclarer cela anti-humaniste. C'est Khaled Bencher qui a dit ça en 2015. Ou encore, un ami personnel, le refus d'étendre l'investigation historique positive au domaine religieux reste un trait dominant de l'islam actuel pour les foules de plus en plus nombreuses de pèlerins qui se rendent chaque année à la Mecque. Toute approche historique et anthropologique du Hajj est impensable ou sacrilège. Mohamed Harkoun, qui ne pouvait plus aller à l'université El-Azhar du Caire pour des raisons de sécurité, c'est l'ignorance, c'est le Coran lu à l'envers qui nous mène dans ces catastrophes. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est l'émancipation de la pensée dans tous les domaines, et tout particulièrement à propos des débats sur l'islam en France et de par le monde. En ces temps d'abdication de la raison, de l'abrasement de la réflexion et de la démission de l'esprit, nous avons besoin d'intelligence, de discernement et de froideur d'esprit. C'est de nouveau Khaled Bencher. Vous qui êtes le peuple du livre, vous savez la valeur des concepts, vous savez la valeur des mots, vous avez payé cher pour en pénétrer le sens. Alors partageons ce message d'espoir. Merci beaucoup Jean-Pierre Brard. La parole à mon ami Geoffroy Didier. D'abord, je me dis que si tous les communistes étaient comme Jean-Pierre Brard, dis donc, l'histoire du XXe siècle n'aurait peut-être pas été la même. Je l'ai évangélisé. Regarder la réalité en face et d'oser dire les choses. Je sais bien que ça fait des années qu'on dit cela, mais on ne s'y est toujours pas fait. Oui, il y a un mode de vie français. Oui, nous avons des racines. Oui, nous avons une culture judéo-chrétienne. Oui, nous avons des traditions et je vous invite, mes chers amis, à les préserver, à les défendre, parce qu'aujourd'hui, le mode de vie français est en danger. En tout cas, il est défié par quelques-uns qui ont décidé d'instrumentaliser leur religion à des fins politiques. Personne n'a le droit de défier la République, ses règles, ses lois
personne n'a le droit de défier la culture française et notre mode de vie. Alors, face à cette nécessité, j'invite chaque responsable politique à tout simplement prendre ses responsabilités. Nous avons fait voter une délibération qui consiste à ne plus accorder un seul euro de subvention aux associations qui appellent à boycotter Israël. Bravo. Parce que Israël a le droit à sa sécurité, à sa sérénité, à son intégrité et à sa dignité. Et je ne supporte pas l'idée que vous puissiez, vous, payer des impôts, que l'on puisse utiliser l'argent public pour subventionner cet islamo-gauchisme qui consisterait à croire ou à faire croire effectivement que l'on peut boycotter un État souverain. Nous avons ici, à cette table, élus locaux, responsables nationaux, une immense responsabilité qui est celle de résister. Résister à cette bien-pensance, résister à ces idées reçues, résister à ce débat interdit selon lequel, effectivement, Israël n'est pas un État comme les autres. Eh bien si, Israël est aussi un État comme les autres et il a le droit à sa protection la plus absolue et il a le droit de se protéger. Et je déplore effectivement cette misère de la classe politique française qui, pour vous enfumer, a fait croire pendant des mois et des mois à la télévision et à l'Assemblée nationale que la solution magique pour lutter contre le terrorisme islamiste, c'était la déchéance de nationalité. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'un étranger qui a la volonté de mourir pour soi-disant quel salut au nom d'Allah va être dissuadé parce que la loi française aurait été celle qui consisterait à le déchoir de la nationalité? Est-ce que ce n'est pas comprendre qu'il y a des Français nés en France, qui ont grandi en France, qui ont essuyé les bancs de l'école publique française, qui eux aussi détestent la France? Et cela, la déchéance de la nationalité n'y changera rien. Je suis favorable à ce qu'on imagine un test de radicalisation dès le collège ou au lycée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'un membre de la communauté éducative aura identifié un processus de radicalisation en cours chez des gamins de 13, 14, 15 ans, et on les connaît ces processus de radicalisation, lorsqu'un gamin refuse de serrer la main d'une femme, lorsqu'un gamin refuse d'aller à la piscine avec une femme, on sait parfaitement qu'il est en train de se radicaliser. Et pour le protéger, lui, comme pour protéger la société, j'aimerais qu'à ce moment-là, dès qu'on identifie un processus de radicalisation, eh bien, il y ait un psychologue qui vienne dans l'école, qui voit le problème, qui essaie de voir si c'est encore soluble ou si en réalité c'est déjà trop tard. Et si c'est déjà trop tard, eh bien, faire appel au service de protection de l'enfance ou évidemment à l'autorité judiciaire pour essayer de prendre le problème à la racine. Que nous fassions preuve de davantage de responsabilité, que nous soyons beaucoup plus offensifs, en allant frapper au portefeuille toutes ces entreprises qui évidemment ne payent pas d'impôts en France, Google, Twitter, Facebook, qui laissent aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression qui doit être, nous raconte-t-on, absolue, qui laissent des vidéos, des photos de djihadisme, des photos parfois de décapitation. Ce qui a été fait contre la pédopornographie, pourquoi ne pourrions-nous pas l'imaginer contre l'islamisme radical? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on a une indignation sélective? Pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas les moyens véritables d'agir à la racine? Daesh utilise les armes de la démocratie pour diffuser ses méfaits. Que les politiques soient un peu plus visionnaires, soient un peu plus courageux, arrêtent d'enfumer le débat public pour mieux cacher la vacuité, le vide de leurs solutions et surtout leur bilan qui, par les années précédentes, a été bien passif. Je vous remercie. Je vais demander à Franz-Olivier Gisbert, qui est, comme vous le savez, le directeur du Point, de venir, à qui on a attribué en fait le prix de l'amitié France-Israël. Il a dit quelque chose de fondamental. La Palestine est une terre juive. C'est fondamental. Alors,
quand je vois qu'on fait des reproches à Israël et qu'à côté, tous ces pays sont en train de se tailler des petits morceaux qui ont été construits artificiellement. Je me dis merci. Merci de ce que tu as dit. C'est fondamental. J'essaye de rétablir les faits. En écrivant Belle d'amour, je ne pensais pas que j'allais, comme ça, provoquer quelques polémiques. Quelques polémiques, d'ailleurs, ça me frappe beaucoup, qui ne viennent pas des milieux arabes et musulmans, qui viennent des milieux islamo-gauchistes français. Je crois que c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que, ça a été très bien dit, les musulmans, quand on les aime, c'est mon cas, je les connais, je les aime, les musulmans, ils réagissent, on parle, on se dit les choses. Et nous sommes aujourd'hui gangrénés en France par une sorte d'idéologie islamo-gauchiste, et je crois que c'est un grand problème. Il n'y a pas seulement le salafisme, il n'y a pas seulement le terrorisme, il y a aussi ce qu'il faut appeler l'islamo-gauchisme, qui fait que tous ces bons noms qui étaient cités, Bencher, Harkoun qui nous a quittés, Daoud, sont en permanence, Chebel également, sont en permanence calomniés, attaqués dans la grande presse. Souvenez-vous, Kamel Daoud, mais avec cette espèce d'énorme papier monstrueux d'islamistes commandé par Le Monde dans les pages débat qui attaquait quelqu'un qui est l'objet de fatwa, qui vit seul en Algérie, qui est, comment dire, dans une situation extrêmement compliquée, précaire. On l'attaquait depuis Paris, au nom de principes islamo-gauchistes. Je crois que c'est ça le problème, il ne faut pas hésiter à dire les choses. Et moi, je suis content d'avoir créé ce petit problème, et je le redirai et je le répéterai à chaque fois. Historiquement, c'est l'histoire. On n'a plus le droit de continuer à travestir l'histoire, parce que si on commence, et on a commencé d'ailleurs, on a laissé faire ça. Moi, j'étais surpris quand j'ai donné mon livre chez Gallimard. Il y a beaucoup de gens pour mon bien qui me disaient « tu ne dois pas écrire ça, c'est sujet à polémique ». Mais j'ai dit « mais c'est historique, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça, même à l'école ?» Voilà, ce qui n'empêche pas d'être pour un État palestinien, ça n'a rien à voir. Mais la Palestine, au départ, était une terre juive, vous le répétez, et je ne le répéterai jamais assez. Voilà, merci. Je vais demander à Josiane Zverou et Madame Guerrier de bien vouloir nous rejoindre. Nous éprouvons ce besoin de nous retrouver, de partager, de nous connaître, mais réellement de vivre ensemble. Parce qu'il y a un terme que je hais en tant qu'enseignante qui s'appelle le vivre ensemble. Transformer un verbe qui est à l'origine de la vie en substantif, c'est l'opposé de la vie. Alors ce que fait Danielle depuis 40 ans avec une humilité qui est indissociable de ce qu'elle est, elle a été nommée par l'évêque de Saint-Denis responsable du service diocésain. Elle a ensuite été au Conseil national de la Conférence des évêques de France pour les relations avec le judaïsme. Elle est entrée dans ce conseil sur proposition de quelqu'un que nous aimons bien ici, le père Patrick Desbois, que nous pouvons applaudir, qui est merveilleusement suivi d'ailleurs par le père Marie en ce moment. Depuis 2010, elle enseigne au Centre chrétien d'études juives du collège de Bernardin. Elle a été élevée, et c'est bien mérité, au chevalier de l'Ordre national du mérite en 2007, au titre du travail sur la mémoire qu'elle fait auprès de jeunes, en particulier, et des jeunes très souvent en difficulté dans ces départements, conduisant de nombreux groupes du 9-3, adultes ou jeunes, juifs ou pas, dans des voyages à la mémoire d'Auschwitz, Birkenau. Organisant également des rapprochements avec Israël, puisque la théorie de Daniel, pour comprendre Israël, il suffit d'y aller. Alors Daniel, vous avez beaucoup de plaisir et d'honneur, parce que tant de décennies, toutes les deux côte à côte. Merci beaucoup. À toi de poursuivre. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, chère Josiane, j'avoue que l'obtention de ce prix me surprend et me touche. Et comme dans notre Sainte Église, vous savez, nous consultons avant d'accepter, j'ai consulté Père Patrick Desbois et je lui transmettrai l'enthousiasme que vous avez manifesté tout de suite. Patrick est un grand ami. J'ai travaillé avec lui pendant 17 ans au service national et c'est toujours un précieux conseiller, comme vous savez.
J'ai demandé aussi à frère Louis-Marie Coudray, qui est son successeur au service national, qui arrive du monastère d'Abou Ghosh en Israël, où il vient de passer 35 ans. Et puis j'ai aussi demandé à mon évêque, obéissance oblige. Et tous trois m'ont dit unanimement, tu ne peux pas refuser, il faut absolument accepter. Nous venons de parler longtemps de la Seine-Saint-Denis, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai choisi d'y habiter depuis 40 ans, je ne vous cache pas que c'est quand même de plus en plus difficile. Et que même des gens comme nous nous posons la question, allons-nous pouvoir encore rester ? Il faut que je sois honnête jusqu'au bout, même si c'est vrai qu'avec les communautés juives, nous vivons une vraie fraternité, car vous le savez, les chrétiens et les juifs, nous avons un lien spécifique et nous nous aidons mutuellement à vivre nos vocations propres pour, selon la belle expression juive, un peu réparer ce monde. Parce que j'ai fait ces études de judaïsme à Jérusalem, j'ai compris qu'on ne pouvait absolument pas enseigner le judaïsme à des chrétiens, ce qui est mon cas, entre autres au Collège des Bernardins, sans parler de la terre d'Israël. Or, en fait, dans les études catholiques, très souvent, on parle de l'alliance, mais on omet la terre, on omet la question de la terre. C'est trop délicat. Du coup, on fait marcher un judaïsme avec une seule jambe. Et puis, plus récemment, vous savez aussi que le mot même Israël ne peut pas être prononcé. On ne peut même pas aller au bout du mot, que même je ne devrais pas faire de la shonara, mais même que de très bons catholiques me répondent immédiatement « Oh, avec tout ce qu'ils font là-bas », et la question est close. Donc, depuis quelque temps, et avec le frère Louis-Marie, nous avons aussi ce projet, et je l'ai déjà réalisé en novembre, nous organisons des voyages d'études en Israël pour des chrétiens, mais des voyages dans lesquels on va aller découvrir un peuple, une Torah, une terre. Un peuple tel qu'il vit aujourd'hui en Israël, ce qu'il dit de lui-même. Nous faisons découvrir les réalités de terrain, des rencontres, des réalisations. Nous suivons des cours avec des maîtres juifs. Nous faisons un Shabbat plein avec des familles, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller faire rencontrer in situ. Les mots ne suffisent plus, les mots ne sont plus entendus, et donc là, nous avons un grand projet avec frère Louis-Marie, et on a déjà commencé. Encore un immense merci pour votre soutien, votre reconnaissance, et un immense encouragement que vous nous donnez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci.